Le couronnement du défilé militaire occupe une place de choix dans la fête de génération de Béni à Moussou, village situé au nord-est de Grand-Bassam. La génération Blosso est au pouvoir à 4 classes d'âge. Chaque classe d'âge a son guerrier. Le guerrier en dansant, chacun de ses gestes a un sens. Les personnes autour du guerrier sont chargées d'assurer sa sécurité jusqu'à la place publique. Le guerrier, où il est là, il coupe la tête. Mais comme on dit en la nature, il ne peut pas couper la tête des gens. En dansant, il peut couper la tête de tout ce qu'il veut. C'est ça on dit le guerrier, l'homme fort. Une fois on a attrapé le guerrier, la génération est morte. Et c'est eux, grâce à eux, le guerrier, on a cette puissance. Et où il est, tous les gens qui le protègent. Les tam-tams avec tam-tam, coucou. Il dit, fais ton pas, remets-toi, fais des gestes. En même temps, il regarde, les tam-tams là, c'est encore ça qui lui donne la force. Il remet ses danses. C'est la génération Djamia Manibé, la 3e classe d'âge, qui signifie le 3e né garçon. Et devant cette classe d'âge, vous allez voir un homme qui joue le rôle d'avant-garde. Après lui, il y a une femme qui détient les instruments de la cérémonie. Dans ce panier, vous allez voir des œufs, du kaolé, de la boisson, de la liqueur, du gin, qui servent à la purification de l'environnement. Ce sont les Baoulés, les guerriers de la génération qui ouvrent le défilé militaire. Ils sont suivis des Djamia, les Benjamins, puis des Djamia Mélembe, les Kadi. Les Atiblés, les aînés, les sages ferment la marche. C'est le lieu pour chaque classe d'âge de montrer sa maturité à affronter les obstacles, même mystiques. Et c'est à ce niveau que les femmes jouent leur rôle de protection du guerrier. Je tiens le panier qui contient les œufs et le kaolé avec cola. C'est pour protéger notre guerrier. S'il y a les trucs, on lance les sorts, on prend pour défaire les sorts. La génération est une école de formation à la démocratie, à la maîtrise obligatoire de la langue maternelle, à l'apprentissage des us et coutumes abourés. Sans oublier l'assistance sociale. La génération a aussi un pouvoir de guérison. C'est donc un repère important de la vie de la communauté abourée. C'est sous ce fromager qui retrace un pan de l'histoire du peuple abouré de Bonois qu'a été lancée la 35e édition du Popo Carnaval de Bonois. Pendant 2 semaines, il sera question de mettre en exergue les valeurs culturelles et artistiques des abourés en particulier et du Sud Comoé en général. Cette foire est une plateforme offerte à tous nos partenaires et sponsors de présenter et vendre aux 5000 visiteurs par jour leurs produits à des prix promotionnels. L'abouré n'est pas beaucoup, donc il faut se faire, quand on n'est pas beaucoup, il faut se faire connaître. Donc ça permet de nous faire découvrir et nous aussi de découvrir la culture d'autres peuples. L'initiative du peuple abouré est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku Bandama exhorte par ailleurs à la création de festivals. Nous avons lancé ces appels aux élus, principalement aux maires et aux présidents des conseils régionaux, pour qu'ils initient des festivals dans leur région. Cet appel est entendu, puisque les festivals qui étaient en souffrance ont pu être réveillés et de nouveaux festivals sont en création à travers la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours apporté son soutien au Popo Carnaval de Bonois. Cette année, ce sont 7 millions de francs CFA qui ont été remis au comité d'organisation. Plusieurs activités sont prévues, notamment un festival de danse traditionnelle, un défilé carnavalesque et un concours à Oulaba. 11h ce mardi matin à Marcory. Pour ce groupe de jeunes, il n'est pas encore tard pour un bon petit déjeuner. Aruna, jeune bijoutier, observe un régime médical difficile pour lui de ne manger ni sucré ni gras. Il est obligé de travailler toute la journée loin de la maison. Parce que l'ulcère qui me dérange, donc j'évite certains manger. Bien manger, c'est manger sain. Et pour la plupart des ménages, l'approvisionnement vient du marché. Un lieu où la conservation et les conditions de vente laissent souvent à désirer.
Ne pas avoir la possibilité de manger convenablement, de nombreux consommateurs y sont confrontés. On ne tient pas compte de ce qu'on mange, on travaille. Souvent à cause des clients, on laisse quelques temps pour manger. La nourriture qui est juste près de nous, c'est là on prend. Dans certains restaurants, bien cuire les aliments avant leur consommation, le principe est respecté, mais l'environnement pose problème. La volaille, tant prisée dans les ménages, est souvent traitée à la base dans des conditions sommaires. De même, les moulins, où sont écrasés plusieurs types d'aliments dans les mêmes supports. Des précautions souvent limites vu la répétition quotidienne des mêmes gestes. De quoi laisser les consommateurs quelque peu désabusés. La qualité, ça dépend de ton moyen, ce que tu peux payer, tu payes. Il y a cependant de bonnes pratiques. Des commerçants disent à tenir compte des mesures d'hygiène. Comme ici sur le marché, il faut être prudent à cause des saletés, les mauvaises maladies, les bolas. Donc, je suis propre, je fais mon manger. La santé passe par une bonne alimentation, c'est connu. Mais il faut maintenir l'effort de sensibilisation. Déjà, il faut savoir que pour pouvoir bien manger, il faudrait être dans des bonnes conditions. Surtout la réalisation d'un aliment devrait englober, depuis la conception de l'aliment jusqu'à sa mise en vente, tout un circuit, tout un process. Et ce process doit être encadré normalement par des structures étatiques pour vérifier non seulement la qualité du repas, mais aussi les règles d'hygiène au niveau de la population pour leur permettre d'éviter toutes sortes d'infections sporadiques qui arrivent, surtout en période pluvieuse. La période pluvieuse est une période à risque parfois. Pour exemple, rappelons que de août à octobre 2014, la cité de Port-Bouët a connu une épidémie sporadique de choléra et de maladies diarrhéiques. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion pour l'Office ivoirien des parcs et réserves de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Sur leur stand, les agents de l'OIPR invitent les populations à s'impliquer fortement dans le respect de l'environnement. Amélioration du cadre de vie, salubrité, abattage des arbres et animaux, feux de brousse, autant de sujets au menu de la sensibilisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves a un réseau de 8 parcs nationaux, 6 réserves naturelles, répartis sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire que ces parcs sont en train d'être aménagés actuellement pour booster l'écotourisme, mais aussi pour être préservés et servir dans le cadre du développement de l'agriculture. Il faut noter que ces aires protégées favorisent une certaine pluviométrie, propice donc à l'agriculture. Des prospectus et autres gadgets sont distribués gratuitement aux visiteurs. Un geste symbolique pour les emmener à contribuer aux efforts du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ces milliers de pneus usagés, c'est la nouvelle adresse d'Alexandra. Elle a élu domicile sur les hauteurs de Bogota et aura bientôt une maison en caoutchouc. Cette militante écologiste organise la construction de plusieurs logements en recyclant des pneus abandonnés. Ils permettent une bonne isolation thermique et leur flexibilité est une réponse efficace au séisme qui frappe fréquemment la région. Las llantas siendo una masa sólida, grande, pesada, pero también flexible porque les pneus sont des objets solides, lourds et flexibles parce qu'ils sont faits de caoutchouc et qu'on les remplit de terre. Alors s'il y a des mouvements de terrain, ils peuvent bouger un peu, mais le pneu résiste et il ne se casse pas. Le mur ne peut pas tomber. Architecture originale, mais surtout bénédiction pour l'environnement. En Colombie, plus de 5 millions de pneus sont jetés dans la nature tous les ans. Pire, quand ils sont brûlés, la fumée qui s'en dégage entraîne de graves problèmes de pollution. Alexandra n'en a utilisé que 9000 pour l'instant, mais à grande échelle, ce projet pourrait devenir une solution à ces déchets encombrants. En termes d'environnement, la gestion de tous ces pneus va devenir un sérieux problème si on ne les recycle pas. Les bouteilles vides aussi ont une deuxième vie. Remplies de papier ou de terre, elles consolident le socle de cette baignoire. Dans les chambres, elles servent de lucarne pour laisser passer la lumière.
On a appris à valoriser les choses, vous voyez, parce qu'on voit les pneus laissés dehors. Et maintenant, on sait qu'on peut en faire quelque chose. Ces habitations en caoutchouc constituent pour l'instant un projet unique en Colombie. Mais ce recyclage original pourrait bien se populariser. Elles sont moins chères et plus rapides à construire que des maisons traditionnelles. Des tirs nourris, des gens qui courent dans tous les sens, dans la confusion la plus totale. Au terme d'un siège de plus de 16 heures à l'université de Garissa, 148 personnes ont trouvé la mort, en majorité des étudiants. L'attaque la plus meurtrière qu'a connue le Kenya depuis l'attentat contre l'ambassade américaine de Nairobi, perpétré par Al-Qaïda en 1998. Hélène Titus était étudiante à Garissa. Pendant l'attaque, elle s'est cachée dans le placard de sa chambre. Les islamistes somaliens l'ont découverte et emmenée dans leur réfectoire avec d'autres. Les Chebab nous ont dit « le Coran ne nous autorise pas à tuer les femmes ». Alors ils ont pris leurs armes et ont commencé à tirer sur les hommes. Nous avons toutes vu ce qui se passait et nous étions très choqués. Avant cela, je n'avais jamais vu quelqu'un se faire tuer. Ils ont tiré sur les hommes, les uns après les autres. Les islamistes Chebab ont déjà commis plusieurs attentats au Kenya, mais aussi en Ouganda, en représailles à la guerre menée contre eux par l'armée kenyane en Somalie depuis 2011. En 2013, un commando islamiste affilié au Chebab somalien a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi, faisant 67 victimes. Peu après l'attaque de Garissa, les Chebab ont menacé le Kenya d'un nouveau bain de sang. À Garissa, les habitants ont manifesté au lendemain de l'attaque pour demander des explications sur les failles des forces de sécurité et exhorter le président Kenyatta à agir. Comment ces gens sont arrivés jusqu'ici? Comment sont-ils rentrés dans l'université? Nous sommes en droit de nous poser ces questions. S'ils avaient fait leur travail de collecte d'informations, je crois que cette attaque ne se serait jamais produite. Empilés à l'arrière d'un pick-up, les corps dénudés et ensanglantés de 4 membres présumés du commando islamiste Chebab ont été exhibés par la police dans les rues de Garissa. Les quelques 600 étudiants survivants ont quitté Garissa à bord de bus en direction de leur village natal. Beaucoup disent qu'ils ne reviendront jamais. Si nous revenons ici, ils vont finir par nous tuer de la même manière qu'ils ont tué nos camarades. Ils nous l'ont dit, ce n'est pas une université. Si nous voulons retourner à l'université, nous devons nous convertir à l'islam. Alors que l'armée kenyane bombardait 2 camps Chebab en Somalie, le pays a observé un deuil national de 3 jours. Mais pour les survivants, il faudra beaucoup plus de temps pour se remettre de cette attaque.